La Chambre. Veuillez vous asseoir. Madame, Messieurs, faites venir les témoins Nahor. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Bien. Vous avez été cité devant la Chambre pour apporter votre témoignage afin de contribuer à étayer les faits dont la Chambre est saisie. Pour ce faire, nous allons vous demander dans un premier temps de décliner votre identité, c'est-à-dire de dire à la Chambre quels sont vos noms, prénoms, âge, profession et votre domicile. Merci. Non, donc, Nahor Ngawara, prénom Mahmoud, je suis médecin de profession et également, je peux dire que j'ai fait fonction de médecin légiste dans la commission d'enquête sur les crimes du président Abré. Je suis né le 31 décembre 1952. J'habite N'Djamena, plus précisément au quartier Ardimoul et du travail à l'hôpital général en ce moment. Bien, à la lecture de votre déposition, il apparaît que vous avez été victime et vous témoignez comme partie civile ou bien c'est simple témoin? Simple témoin. Vous n'avez pas été, comment dirais-je, victime dans ce dossier? Dans la déposition que vous avez citée, effectivement, j'ai reconnu avoir été arrêté pendant quelques 24 heures à peu près à la DDS, mais ça, c'était à la réponse aux membres de la commission qui m'ont posé la question. J'ai reconnu cela, mais je n'ai pas du tout porté plainte. Bien. Est-ce que vous êtes parent ou allié des personnes mises en cause ou des parties civiles? Non, absolument pas. On n'a pas de parents, on n'a pas d'alliés là-dedans? Non. Ok. Une minute. Bien, donc cela s'entend que la Chambre peut vous recueillir votre serment. S'il vous plaît, Président. Oui. Est-ce qu'il n'a pas un frère qui avait été détenu dans l'affaire des tracts, un certain Gawar, Nawar Gawar aussi, Ahmad Nawar Gawar? C'est pour ça que je lui ai posé la question s'il n'était pas parent ou allié. Je crois que la question est très précise. Il m'a répondu par la négative. C'est la réponse.
Oui, peut-être il pourrait donner une certaine réponse à cela. Alors peut-être que j'ai mal compris un peu les procédures, mais celui qui a été cité n'est pas du tout... En fait, il est défunt et je ne sais pas s'il a été cité comme victime. C'est un peu ma compréhension, donc peut-être que j'ai fait une erreur, mais en fait, c'est ça la réalité. En réalité, c'est parce que le témoignage la déclaration d'un témoin simple est soumise à la prestation de serment. En revanche, compte tenu de certains indices par rapport à une partie civile ou une victime qui viendrait à déposer devant cette chambre, vous comprenez que la chambre pourrait avoir des motifs à dire que cela peut être emprunt d'une certaine équation personnelle de l'individu qui est là, qui est mis en cause dans le dossier ou qui est partie civile ou qui est victime. Ce n'est pas comment dire, la même consistance, j'allais dire, du témoignage. Comprenez? Oui. C'est pour cela, par rapport au témoin simple, qui n'a pas d'intérêt à protéger, viendra donner à la lumière de ce qu'il a vécu. En revanche, celui qui est victime et qui a un certain intérêt à protéger tendrait à ne pas dire simplement le témoignage, mais apporter sa touche personnelle. Vous comprenez? Pour que ça soit mieux accepté et que son témoignage et que son intérêt en soit peut-être quelque part protégé. Donc, ce n'est pas le même type de déclaration que nous pourrions avoir. Alors, pour ce qui vous concerne, est-ce que vous avez un intérêt personnel à protéger? En fait, c'est ça qui est toute la problématique. Et c'est sur la question que les juges en fait, se sont posés. Et apparemment, tout l'ensemble du siège est d'accord à ce que votre témoignage soit recueilli sous serment. Parfait. Je reconnais effectivement que une des victimes du régime en fait, de la DDS est Ahmed Nawar Ngawara, qui est de mon grand frère. Et bon, à ce titre, donc, je me plie donc à vos observations. Donc vous êtes, comment dirais-je, effectivement, vous avez eu un frère. Oui, absolument. Ok. Donc je pense que bon, cela change un peu la donne et nous allons vous entendre en cette qualité de témoin, peut-être au regard donc du lien que vous avez eu avec, ou du moins ce que vous aviez avec l'une des victimes donc de ce dossier. On va vous entendre juste sans que l'on ait à recueillir votre serment. Mais, faut-il le souligner, cela n'enlève en rien en ce que vous allez nous dire, parce que nous allons analyser ces déclarations et certainement des questions vous seront posées pour jauger la crédibilité que vous ferez à travers ces déclarations. Voilà. Donc, la Chambre vous donne la parole à l'effet de faire donc votre déclaration, votre déposition devant celle-ci. Merci. Merci. Je peux d'abord dire qu'à titre d'abord citoyen tchadien, militant politique et également membre de la commission, j'adhère entièrement au rapport de la commission d'enquête sur les crimes du président Habré. C'est pour dire que je ne veux pas du tout aller dans tous les détails parce que j'ai déjà fait une déposition là-dessus, déposition que je maintiens et sur laquelle peut-être je peux être amené à faire des précisions. Oui, monsieur Nahor, c'est vrai, vous avez été médecin de cette commission. Ce qu'on vous demande, c'est de nous relater de manière succincte ce dont vous, personnellement, vous avez eu connaissance.
Merci. C'est surtout ça. Maintenant, certainement, il y aura des questions qui vous seront posées à l'issue de votre intervention par toutes les parties, à savoir le procureur, le conseil des parties civiles, la défense. Certainement aussi, quelque part, ça viendra étayer comment dirais-je, votre témoignage. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de voir si de mémoire vous vous en souvenez ou si éventuellement vous pouvez vous aider d'un aide-mémoire à le fait de faire cette déclaration. Merci. Donc, il ne s'agit pas de lire quelque chose déjà préparé à cet effet. D'accord. Ce que je peux dire, c'est que le régime dont il est question ici, dirigé par le... Je serai obligé encore d'intervenir pour vous demander de parler très fort dans les micros afin que non seulement la Chambre vous entende, mais tous ceux qui sont dans la salle sont venus pour écouter également votre témoignage. Donc, si D'accord. Voilà. Merci. Le régime dont il est question ici, donc celui du président Habré, est un régime qui a érigé en système de gestion, de gouvernement, la répression, les tueries, les exécutions extrajudiciaires et la peur comme système politique. Il en a résulté donc au niveau de tous les citoyens tchadiens des conditions de vie atroces. À ce titre, donc, qu'est-ce que je peux citer? J'ai cité dans ma déposition des exemples de ces crimes. Je peux d'abord dire qu'avant que le président Habré ne redevienne président, le 7 juin 1982 au Tchad, il y a eu dans une guerre civile, cela a été précédé par une guerre civile, notamment la guerre civile qui a duré 9 mois en N'Djamena, de mars 80 à décembre 80. Lorsque la guerre était finie, je peux résumer la situation par le fait que le domicile du président Habré, à sa sortie de N'Djamena, était plein de restes de cadavres. Si vous permettez, je vais vous présenter une photo qui résume la situation. Cette photo fait partie d'un manifeste de l'opposition qui a été édité pour dénoncer le régime de Hissène Habré dans les années 82. Mais donc, à la sortie de Hissène Habré en décembre 80, il a été constaté avec effroi qu'il y a eu de nombreux morts qui sont restés pratiquement, ça constitue un charnier. Et il faut dire que c'était l'un des morts qui était connu. Toute la famille, une famille de commerçants, dite la famille Dialal, une génération en a été entièrement décimée, et reste, figure sur cette photo. Ça, c'était avant le 7 juin 82. À l'instauration de la Troisième République sous Hissène Habré, donc, il y a eu des révoltes dans le sud. Et les révoltes sont venues parce que, non pas tellement parce que c'était... Je voudrais rappeler à M. Nahor que les photos qui nous sont présentées, telles que cela est intitulé, il s'agit d'un charnier après la fuite de M. Hissène Habré en décembre 80. La Chambre est saisie seulement de faits qui sont survenus après 1982, y compris jusqu'en 1990. Donc, ce que vous présentez présentement ne peut pas être pris en compte au niveau des événements dont la Chambre est saisie.
Je voulais relever cela pour dire que ce document est nul et non avenu pour la Chambre. Merci. C'était une bonne introduction en ce qui me concerne. Et la Chambre vous invite encore, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de venir nous lire un document que vous avez préparé par avance. Tout document peut servir éventuellement d'aide-mémoire, mais vous voyez que lorsque vous le lisez, vous perdez vous-même le fil conducteur de vos idées. Donc, nous souhaiterons que vous puissiez nous relater réellement ce que vous connaissez. Permettez que je suive mon Donc, principe. ne pas vous reporter ipso facto sur un document préconçu. C'est comme si vous aviez déjà préparé quelque chose à venir livrer au niveau de la Chambre. Cela peut vous aider à vous rafraîchir la mémoire, mais pas un document que vous viendrez lire intégralement devant la Chambre. Voilà. C'est le principe de base d'un témoignage. En fait, il y a juste un plan, Monsieur le Président. D'accord. À partir du 782, donc, le système que j'ai décrit était celui présidé par le président Hissène Habré. Immédiatement, ce sont d'abord des exactions et des répressions commencées en particulier dans le sud et qualifiées communément de septembre noir dans le sud. Ce sont en particulier des cadres qui ont été visés. Beaucoup de noms ont été présentés lors des dépositions et surtout au niveau de la commission d'enquête. Je citerai tout simplement celui que je connais, des personnes que je connais sur le plan professionnel, comme le docteur Ndem Goïdi de Sarr, le chef de l'hôpital médical de Kumbra, l'infirmier de l'hôpital Seymour, l'infirmier Kager Nadour, Ngongoto Philippe, qui était un instituteur et qui a été mon professeur d'école, et bien d'autres. Je ne vais pas te dire tout le monde, mais ça a commencé d'abord dans le sud. Après, il faut citer qu'au moment de la guerre qui s'est déroulée en particulier dans les années 83 jusqu'à 84, il y a eu ce qu'on peut qualifier de crimes de guerre qui sont passés et ça consistait, j'ai cité dans nos dépositions donc l'assassinat de Dr Noukouri, qui était de nos meilleurs vétérinaires, et de M. Ahmed Issa. C'est pour montrer en fait que finalement, ce n'était pas seulement le Sud qui était visé, mais une fois que le régime a maîtrisé le Sud, donc les exactions se sont déroulées sur d'autres parties concernées également d'autres ethnies. Par la suite, vous savez que les exactions ont continué avec la répression sur les Hadjaraï, après à partir du 1er avril 1989 sur les Akawa. Oui, je suis obligé de vous interrompre et vous poser encore la question. Apparemment, vous êtes en train de relater des faits qui se sont passés sur l'ensemble du pays et dont vous, personnellement, vous n'avez pas été témoin. Est-ce que ce sont des oui-dire? Parce que vous avez été cité comme témoin, comme on le dit, par rapport aux faits dont vous avez réellement été témoin. Or, tel que vous êtes en train de le relater, c'est comme si, en fait, c'était un témoin de contexte. La Chambre a du mal à vous suivre dans votre développement. Est-ce que, personnellement, vous avez été témoin de faits, comment dire, que vous relatez dans votre déposition? C'est en fait ça que la Chambre souhaiterait vous entendre là-dessus. Soit en votre qualité de médecin, soit en votre qualité de simple citoyen du Tchad. Excusez-moi, Monsieur le Président, en fait, il a suivi un peu le plan, peut-être c'est une erreur donc, de la déposition qui a été faite à N'Djamena et on m'a demandé d'être le plus près possible de ça. Donc, je m'excuse par rapport à cela. Alors, je vais revenir à ce dont j'ai été le plus témoin. Je peux dire que
par rapport à la mort du ministre Idriss Miskin, j'ai suivi toute la maladie du défunt Idriss Miskin jusqu'à sa mort en tant que médecin. Ce que je peux dire, c'est que le diagnostic de neuropaludisme qui a été évoqué dans la presse et officiellement sur la mort d'Idriss Miskin n'est pas le véritable diagnostic, parce que je peux le certifier, parce que c'est moi qui ai donné ce diagnostic. Pourquoi j'ai donné un diagnostic qui ne correspondait pas à la réalité? Parce que par rapport au contexte de l'époque, ayant constaté que cette maladie n'était pas en réalité un paludisme et que c'est survenu dans des contextes particuliers et que moi, en tant que médecin, coordinateur de l'équipe de médecine, de l'équipe soignante, je devais donner un diagnostic. J'ai donné le diagnostic, j'ai formé le diagnostic de neuropaludisme, en particulier après sa mort, pour en quelque sorte me couvrir moi-même parce qu'il fallait que je donne une explication. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été appelé à partir de 15h le 4 janvier 1984 au chevet du ministre Idriss Miskin. J'ai été appelé alors qu'il ne se trouvait pas du tout chez lui, mais chez un de ses amis. Et quand je suis arrivé, donc, j'ai constaté que le ministre était paralysé, avait de la fièvre et avait eu quelques convulsions. Sur le champ, il était dans le coma, il faut le préciser. Sur le champ, donc, j'ai demandé à ce que vraiment, il faut le ramener à l'hôpital parce que c'était impossible de le traiter sur place parce que son état ne le permettait pas. Il m'a été répondu que faire sortir le ministre Idriss Miskin, deuxième personnalité du régime de l'époque, à cette heure-ci, c'était impossible. Il fallait accepter de le soigner sur place et après, on verrait cela. Bon, je me suis plié quand même parce que je ne pouvais que faire ce que je pouvais. Donc, il faut dire que j'ai été appuyé en cela par un collègue, le docteur Amara Touré, sur lesquels nous sommes concertés. Puis nous allons faire les soins immédiatement sur place. Parce que ceux qui nous avaient appelés refusaient de le transporter à l'hôpital. Donc nous avons fait les soins. Alors, les soins consistaient en quoi? Il avait une fièvre, la tension était normale, il avait eu des convulsions. Et comme c'était au mois de décembre, vous savez que le mois de décembre, dans la zone sahélienne, en général, c'est la période de la méningite, paralysie, convulsions, fièvre, nous avons dit, bon, on n'a pas la possibilité à domicile de poser un diagnostic avec des éléments complémentaires. Donc, nous faisons une couverture d'un palu parce que, bon, c'était la période également. Également, nous avons donc laissé sous antibiotiques en se disant, on ne sait pas, on ne peut pas faire une ponction lombaire quand même. Dans ces conditions, nous avons donc couvert ce ministre antibiotique. À 20h, il a été décidé qu'il fallait transporter, pas moi, hein, mais ceux qui s'en occupaient, ses amis, donc, le transporter à son domicile. Nous avons suivi parce qu'il faut reconnaître effectivement qu'en 1984, après la guerre, les conditions de l'hôpital étaient difficiles à un point que nous ne pouvons pas du tout insister nous-mêmes. Donc nous avons suivi le ministre Miskin donc, à domicile. Nous avons fait donc des soins le lendemain, donc dans la matinée du 5, moi et le docteur Amara Touré, nous avons donc demandé la contribution, l'avis technique des autres médecins, le docteur Abdallah Kid défunt et Ahmed Adoumke également défunt, nous ont accompagnés dans l'équipe tchadienne. Nous avons demandé la contribution des médecins et spécialistes français, dont un cardiologue et puis un ophtalmologue et un anesthésiste. L'examen, en fait, ne montrait aucune particularité. En faisant l'électrocardiogramme 1 front 2, etc., il a été continué donc de maintenir le traitement, mais de dire quand même que c'était souhaitable de transporter le malade à l'hôpital. Refus. Bon, nous avons continué les soins, hein, et à partir de 21h22, il faut dire que, bon, nous avons été surpris de constater que le malade reprenait
un peu ses mouvements parce qu'il était dans le coma un peu et il bougeait. Et à partir de 21h, 22h, on est venu nous dire, écoutez, vous avez bien travaillé toute la nuit, donc allez vous reposer. OK? Donc nous sommes rentrés parce que effectivement nous étions fatigués. Et je pense que je suis rentré à partir de 21h, 22h par là. Aux environs de 2h, entre 2h et 3h du matin, on est venu donc, Amara est venu me chercher en urgence en disant que ça n'allait pas du tout, il fallait que nous revenions donc aux cheveux du ministre. Quand nous sommes arrivés, premier constat, en fait, quand nous sommes partis, nous avons laissé le ministre sous traitement avec une perfusion et exigé qu'un infirmier puisse le suivre. C'est dans cet état que nous l'avons laissé donc sur un lit. Quand nous sommes arrivés, le ministre était par terre, sur une natte. Vous savez que dans nos traditions, et en particulier en milieu musulman, un malade, quelqu'un qui est descendu, qui est mis sur une natte, c'est que, en fait, le décès a été constaté. Mais en tant que médecin, en fait, il fallait quand même faire des gestes pour pouvoir être sûr. Donc, nous avons commencé par faire un massage cardiaque. Au bout de 30 minutes, le décès était net, l'arrêt cardio-respiratoire était net, mais au bout de 30 minutes, j'ai exigé par mesure de précaution que l'anesthésiste français vienne nous appuyer. Il est venu plus rapidement. Nous avons continué pendant toute cette période le massage cardio-respiratoire. Et il est arrivé, nous avons fait les procédures habituelles. Si vous permettez, je vous épargne cela. Une injection intracardiaque. Après, nous sommes considérés, on dit que le mieux c'était d'arrêter parce qu'en fait, il n'y avait pas de possibilité. Nous avons donc arrêté et annoncé que le ministre était décédé. Ça a été très difficile parce que c'est difficile d'annoncer. Alors, je me suis approché et puis j'ai demandé à l'infirmier qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il allait légèrement mieux, mais qu'est-ce qui s'est passé et lui, il n'a pas osé me le dire, mais j'ai demandé à l'épouse d'Idriss Déby, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je dis, bon, mais tout a commencé apparemment par s'améliorer, et qu'à partir d'un moment, pour aider à son amélioration, des transcriptions coraniques rédigées sur les tablettes, vous savez que c'est une pratique habituelle, donc, ont été proposées donc, pour améliorer le malade. Le malade a donc ingurgité cette potion et c'est après que le décès a été constaté. Je dis, effectivement, il a été décédé. Donc, nous avons annoncé aux autorités que le ministre était décédé. Et à partir de 5 heures, on a envoyé nous demander est-ce qu'une autopsie était nécessaire. J'ai dit l'autopsie n'était pas du tout nécessaire. En allant rapidement, j'ai oublié de dire une chose, c'est que le 4, la maladie a été constatée avec tout ce que je vous ai relaté. Le 5, dans la matinée, devant la gravité de son état, je suis venu voir le directeur général de la santé, lui dit que le ministre devait être évacué en urgence. Il m'a répondu qu'à l'époque, il n'y avait pas de voie régulée à part la gare en N'Djamena. Donc, il m'a répondu que ce n'était pas possible. J'ai dit, écoutez, par rapport aux relations que vous pouvez admettre le ministre à la base aérienne. C'était Manta, je pense, à l'époque, ou le faire évacuer dans le meilleur délai parce que ça allait mal. Vraiment, le pronostic était très sombre. Il m'a été dit que, écoutez, en fait, quelque chose, la formule exacte, je n'ai pas pris de note, c'est-à-dire que, pour des raisons de souveraineté, c'était impossible de l'évacuer dans ces conditions. Je me suis plié. Alors après, il a fallu faire des examens. Tous les examens sanguins étaient négatifs. Comme je commençais par me poser des questions, je suis venu trouver le laborantin en chef. J'ai dit, vous êtes sûr qu'il n'y a rien? Il me dit, il n'y a absolument rien, tout est normal. Je dis, là, je vais rapidement, parce que ça a duré toute une matinée. Je dis, écoutez, nous allons voir des problèmes et il me faut que je trouve absolument un diagnostic. Il m'a dit pourquoi. Je dis, cliniquement, il y a des problèmes, il faut un diagnostic. Alors, trouve-moi un diagnostic. Je dis, moi, je ne peux pas trouver un diagnostic. Je dis, écoute,
ça peut s'apparenter cliniquement à un neuropaludisme. C'est un diagnostic passe-partout. Donc je dis, écoute, tu mets sur ta lame trauma de falciparum, qui est, c'est le parasite qui est à l'origine du neuropaludisme. Trauma de falciparum, tu mets, si on me demande la lame, je donne la lame comme preuve. C'est comme ça que le diagnostic est sorti, parce qu'effectivement, devant le refus de l'hospitaliser, devant le refus de l'évacuer, j'ai commencé par prendre mes précautions. Il va falloir que je donne à un certain moment un diagnostic. Le diagnostic donné pour vraiment me protéger, et l'équipe soignante à l'époque, parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait le faire pour nous protéger, c'était celui de neuropaludisme. Donc en fait, neuropaludisme, il n'y avait pas de neuropaludisme. Le ministre est mort quand même dans des conditions particulières où vraiment toutes les autorités à qui nous avons posé la question ne nous ont pas aidés à trouver des solutions. Hospitalisation, niet, excusez-moi, non. Évacuation sanitaire, non. En fait, tout le monde attendait apparemment que le ministre meure. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. L'autre point sur lequel je vais intervenir rapidement, c'est que en tant que médecin directeur, donc, j'ai été convoqué par Bichara Chaïbo, qui était, autant que je m'en souviens, donc, directeur de la DDS en 86-87. Je crois que j'ai été convoqué peut-être dans le premier trimestre, mais je ne sais pas les dates, parce que ça fait longtemps. Donc, et le directeur me reçoit, bon, asseyez-vous, directeur, bon, écoutez, le terme exact, je l'avoue, parce que je ne prenais pas de notes. Est-ce que vous avez des produits, un certain nombre de produits toxiques à l'hôpital? Je n'ai pas compris. On m'a dit qu'il y avait il y a de l'arsenic. J'ai dit oui, effectivement, il y a de l'arsenic. Pourquoi vous les utilisez? J'ai dit, bon, en fait, à l'hôpital, dans tous les hôpitaux, il y a une salle de stupéfiants, de toxiques, etc., utilisée pour calmer les douleurs rebelles, chroniques, etc., et parfois pour l'anesthésie. Et dans le cas de l'arsenic, c'était utilisé en fait pour tuer les chiens en rangée en particulier. Donc, quand la mairie, les services de la mairie avaient besoin, constater qu'il y avait des chiens en rangée qu'il fallait éliminer, donc ils s'adressaient à l'hôpital qui délivrait sur ordonnance répertoriée donc, de l'arsenic. Et donc, il m'a été demandé par le directeur Bichara donc, de lui fournir de l'arsenic. J'ai dit, monsieur le directeur, avec tout le respect que je vous donne, je ne peux pas, parce qu'en fait, la prescription de la sortie de l'arsenic et tous les stupéfiants, c'est fait, bon, c'est connu, hein, sur ordonnance, hein, et les ampoules utilisées doivent être ramenées avec l'ordonnance et renvoyées sur, je pense, à Paris, à Genève, parce qu'il y a un centre international qui vérifie et qui gère ces stupéfiants. Je dis vraiment, si je vous remets de l'arsenic, je suis obligé de le déclarer, sinon c'est moi qui écope de la loi. Il m'a dit, très bien, vraiment c'est dommage que vous ne rendiez pas du tout servir à la nation. Moi, je suis parti. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le dimanche suivant, bon, je passe tout de suite régulièrement, le dimanche suivant, j'ai constaté à partir de 10 heures que la pharmacie a été donc cassée. Il y a eu un vol, et c'est surtout au niveau de la salle de stupéfiants. Tous les médicaments, rien n'a été touché. C'est la salle de stupéfiants. L'arsenic a disparu. Immédiatement, j'ai appelé le DG parce que ça posait problème. Donc, j'ai appelé le DG, le commissariat, la gendarmerie, tout pour venir faire un constat des faits. Parce que je devais me protéger. Un responsable m'a posé des questions quelques jours après, dans la semaine suivante. Donc, bon, alors je peux dire, les témoins figurent, le médecin, le pharmacien, chef, etc. Tout le personnel est encore là. Je peux donner des coordonnées pour vérifier mes dires. Alors, la question m'a été posée parce que je crois, vous savez, souvent, bon, dans cette période, quand nous avions l'occasion de sortir à l'étranger, chacun, autant que faisait, essayait de contacter soit Human Rights Watch ou Amnesty International pour dire que franchement, il y a des anomalies comme ça. Je pense que j'ai fait dans les années 88-9 par là une déposition à Amnesty, et peut-être c'est comme ça que la Chambre a pris. Et puis, en tout cas, la question m'a été posée, donc j'ai dû confirmer cela. Voilà, je pense que c'est l'essentiel. Ouais, j'ai été cité également dans l'affaire des tracts, hein,
dont mon grand frère a été victime en tant que détenu. Mais j'ai effectivement participé à la mise en place du système parce que je coordonnais plusieurs groupes de discussion politique, en particulier concernant les forces de la première armée du Moussanat, de Kodo, etc. Et je faisais la jonction. Plus tard, j'ai été amené donc à rédiger un document, le manifeste politique que je vous ai présenté ici. Et bon, je me suis trouvé en France quand l'affaire a éclaté, mais je peux effectivement donner des précisions sur ces faits également. Voilà, c'est ce que je peux dire. Bien, merci. Bien, on va revenir un peu sur votre déclaration concernant le Moussanata. Oui. Bien, apparemment, tel que vous le présentiez dans votre déposition, c'est que vous aviez l'habitude de recevoir ces agents du Moussanat, ces émissaires, vous dites en provenance du Nigeria. Du Nigeria, oui, c'est vrai. Bien, est-ce que vous pouvez nous en faire un peu état de votre collaboration avec le Moussanat? Bon, en fait, j'étais dès 73, 72 par là membre du Froina. Après, le Froina a parti dans tous les sens avec plusieurs tendances. Il y a eu la guerre civile avec plusieurs tendances. Et puis finalement, après, donc, j'avais donc des amis dans toutes les branches. Et à partir de 86 en particulier, donc il y a la répression des Hadjara qui a commencé. Saleh Ngaba, pas directement à moi, mais par l'intermédiaire de Gali, nous a contactés et nous avons donc contribué à la mise en place du Moussanat. Donc je suis membre effectivement du Moussanat. Et donc je recevais du Nigeria des émissaires. Hein. Et donc, en cette qualité, vous dites que vous êtes membre. Oui. Ou vous étiez membre. Quelles étaient vos actions de manière assez précise? C'était essentiellement en N'Djamena, surtout des actions de sensibilisation, et puis de cotisations qui étaient envoyées, et puis bon, parfois de faire sortir des gens qui devaient être sortis pour aller dans les maquis. En fait, c'était ce genre de tout militant quoi, à l'époque. Et vous dites que vous avez été arrêté. Par qui avez-vous été arrêté? Oui, j'ai été arrêté par Djibril Mamadi El Gento, qui était un jour venu me trouver à l'hôpital, me dit écoute, on a besoin de toi. On se tutoie parce qu'en fait, Djibril Gento, je le connais. Hein. En fait, N'Djamena, c'est une grosse et petite ville où tout le monde se connaissait. On a fait pratiquement l'école secondaire ensemble. Donc, en fait, je peux dire que Djibril était un ami. Même si on s'est reproché beaucoup les options de chacun, il faut dire que quand même, on était des amis. Il est venu me dire, écoute, on a besoin de toi à la DDS. Excuse-moi, j'ai une évacuation sanitaire à faire en urgence et c'est Kolingar qui doit être évacué. Donc, il m'a dit, bon, ok, vas-y. Il m'a accompagné jusqu'au niveau de la base aérienne. Quand l'évacuation a été réglée, je lui ai dit, bon, tu me suis. Donc, c'est comme ça que j'ai été. Bon, moi, je pensais que bon, c'était un ami qui me disait, je vais me conduire à la DDS. Et puis, bon, ces responsables qui apparaissent, qui me disent, bon, vous êtes en état d'arrestation. C'est comme ça que ça s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous n'avez pas du tout relaté ces aspects. J'ai été soumis à un interrogatoire par Djibril Gento. J'ai dit dans ma déposition qu'il y avait un talkie-walkie. Au début, je ne comprenais pas. Après, j'ai compris qu'en fait, le talkie-walkie devait permettre à ce que d'autres personnes suivent l'interrogatoire. Je ne sais pas qui, mais en tout cas, de temps en temps, Djibril sortait pour venir encore me poser d'autres questions. Bon, j'ai compris qu'il y avait une communication, mais je suivais. Au bout d'un certain temps, donc, il faut dire que l'arrestation s'est faite dans des conditions particulières parce que le médecin français avec qui j'étais venu de l'hôpital parlait arabe et donc il a suivi, il connaissait que c'était le directeur
de l'EDAIDES qui m'a porté. Hein. Donc, il s'est mis à poser des questions un peu à gauche, à droite. Bon, ça c'est... Mais n'empêche, je dois reconnaître que je n'ai pas du tout été torturé. Ça, c'est important de le dire. Et puis, à la fin, Djibril m'a dit, écoute, ça, j'ai défendu ton cas. Ça, c'est vrai. Auprès du président, si tu recommences, tu finis dans un sac. Ne sois pas têtu. Je ne l'ai pas du tout dit dans ma position, mais en fait, c'est comme ça que c'est. Donc, j'ai été relâché aux environs de minuit par là, parce qu'il fallait que j'aille assurer l'évacuation de la personne qui... L'avion, j'ai préparé l'évacuation dans la matinée, et puis l'avion Air Afrique arrivait à minuit par là, donc j'ai été relâché pour aller faire l'évacuation. Mais quel type de questions vous a-t-on posé et par qui cela a été posé au niveau de la DDS? Par Djibril Elianto, et essentiellement sur mes activités liées au Mossanat. Tu reçois des émissaires, pourquoi tu reçois Madame Haroun Godi, etc. Je dis, Madame Haroun Godi, son enfant, il a une maladie chronique, donc que je suivais, des fois je recevais des gens à minuit, hein, et donc je me suis défendu en disant que bon, mais il fallait que je reçoive. Après tout, le hasard fait que Haroun Godi était un ami également, et également un ami Djibril Dianto. Il m'a dit, bon, il faut que tu arrêtes de faire cela parce que... Donc moi, je me suis défendu sur cette base-là. Donc c'est surtout par rapport à mes activités, par rapport à l'opposition armée en particulier. Ok. Bien, nous allons maintenant aborder le cas d'Idriss Miskine. D'emblée de jeu, vous avez dit que vous avez posé un faux diagnostic. Oui. Savez-vous que c'est très grave? Pardon? Savez-vous que c'est très grave? Oui, mais quand je pense que ma vie était en danger, je me devais quand même de me sauver avant de pouvoir continuer à respecter le serment d'Hippocrate. Oui, mais pourquoi vous, en tant que médecin, et qui de surcroît a prêté un serment d'Hippocrate, oui, et vous savez la valeur et l'étendue du serment, parce que jusqu'à peu de contraire, vous n'avez jamais fait valoir que c'était un faux diagnostic. Pourquoi? Vous voulez dire à l'époque ou maintenant? Que ce soit à l'époque ou maintenant, est-ce que vous avez cherché à faire comprendre que ce que vous aviez fait était un faux? Je ne pouvais pas du tout. Pour moi, je n'avais pas évidemment des preuves. C'est pour moi, c'est clair que Idriss Miskine a probablement été intoxiqué, et même si je ne pouvais pas du tout donner ce diagnostic probable, parce qu'on allait me dire par qui. Le contexte que vous connaissez de l'époque, franchement, faisait que je ne pouvais pas du tout dire qu'il s'agissait probablement d'une intoxication quelconque et que la dernière position qui a été donnée était mortelle. Ça, vous imaginez que si je disais ça à l'époque, je risquais de ne pas continuer par respecter le serment d'Hippocrate. Soit, mais pourquoi vous étiez obligé de faire un faux diagnostic? Mais vous abstenir du diagnostic, ce n'était pas possible? Dans le contexte, il fallait donner une explication. Parce que j'ai été convoqué, quel est le diagnostic? Et ce n'est pas pour rien qu'à la fin, on m'a demandé... Vous avez été convoqué par qui? Mais par le directeur le DG. Mais au DG, vous ne pouvez pas expliquer ce qui s'est passé? Non, pas du tout. C'est un collègue à vous? Oui, mais je ne pouvais pas du tout. Mais pourquoi? Expliquez à la Chambre pourquoi. Vous avez entendu dire à plusieurs reprises ici que nous avions tous peur. Essayez de parler beaucoup plus fort. Ouais, vous avez entendu dire à plusieurs reprises par les témoins ou les victimes que chacun avait peur, même jusqu'à parfois de ses parents. Et donc évoquer un tel diagnostic, même devant un confrère, c'était impossible. Donc le technicien qui a collaboré à cela, c'était un ami du lycée et il a accepté de le faire. Je dis, tu gardes cela pour toi. Et après, je n'ai pas du tout discuté de cela parce qu'effectivement,
même au niveau de la famille, hein, je n'ai jamais évoqué ce diagnostic. Il y a des gens qui sont venus ici, enfin, des témoins, déjà, excusez-moi, des témoins qui sont venus ici, je ne leur ai jamais dit ce fait, pour respecter quand même un certain nombre de principes déontologiques. J'ai cherché effectivement à me sauver parce que j'avais des craintes, ça c'est clair. Mais je n'ai pas du tout colporté, entre guillemets, ce diagnostic. Il y a des amis, des parents qui sont venus me demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit neuropaludisme, tout simplement, parce qu'il fallait donner... Justement, excusez-moi, monsieur Nahor, parce que vous êtes médecin et certainement vous aviez conscience de ce qui s'est passé. Oui. Et moi, je m'étonne qu'à votre directeur, que vous ne soyez pas à mesure de lui expliquer réellement ce qui s'est passé. C'est un peu ça mon inquiétude. Inquiétude du fait, qu'est-ce qu'il allait faire lui? Est-ce que vous pouvez Cela importe peu, parce que votre des qualités de médecin, vous commandez au moins de dire à votre directeur, voilà ce que j'ai pu constater, même sans pouvoir lui dire exactement ce que c'est, mais vous lui expliquez, il est à mesure de comprendre que en réalité, voilà quelque chose. Mais lorsque vous déclarez que c'est le diagnostic, c'était un neuropalud, mais lui est obligé de prendre cela pour agent condamné parce qu'il n'a pas du tout participé au diagnostic, il n'a pas participé aux soins. Oui, j'en avais parfaitement connaissance et je me devais... Et aujourd'hui, comment dirais-je, ce qui se passe et ce que nous avons comme supputation dans le dossier, vous voyez que la provenance... Absolument. Mais je pense que dans tout ce qui a été dit depuis longtemps ici, c'était que porter ce diagnostic était une accusation dont il fallait m'abstenir. Parce que vous pensez que si vous l'aviez dit à votre directeur, aussitôt on veut quelqu'un, la DDS serait venu vous chercher? Ou bien c'est, je ne sais pas, qu'est-ce que vous craignez en ce moment? En votre qualité de médecin, conscient de ce qui s'est passé, et j'allais poursuivre parce que quelque part vous dites que pourquoi une autopsie, que cela n'était pas nécessaire. Oui. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait cette déclaration. J'ai déjà répondu parce que je me devais de ne pas me placer en situation difficile. Et s'il vous plaît, le serment d'Hippocrate ne dit pas qu'il faut systématiquement donner des diagnostics. Ça ne figure pas du tout dans devant une mort douteuse. Oui. Et vous saviez que il y avait un problème concernant cette mort. Oui. Et que quelque part, peut-être c'était l'occasion pour vous qu'on puisse savoir réellement les raisons de cette mort. C'est vrai que sur le plan professionnel, ça aurait pu vous mettre en difficulté, mais je pense que c'était là aussi une raison à rechercher, qu'on vous mette en difficulté, pour que tout le monde sache exactement quelles étaient les vraies raisons de cette mort. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous, à la limite, vous soyez opposé à cette autopsie qui aurait permis de savoir exactement ce qui était arrivé à M. Miskin. Permettez-moi de ne pas revenir sur ma question. Oui. Je me devais de ne pas donner de réponse. Pourquoi? Il s'agissait de ma sécurité. Pourquoi votre sécurité en ce moment? Parce que ce n'est pas vous. Celui qui allait faire l'autopsie allait prendre la responsabilité de dire exactement ce qui s'était passé. Ce n'était plus votre responsabilité. Celui qui acceptait l'autopsie également insinuait qu'il y avait un problème nécessitant une autopsie. Oui. Et donc moi. Mais vous, parce que vous pensez que... Parce que c'est un peu ça qui est réellement ma... comment dire, mon questionnement, puisque vous saviez qu'il n'était pas mort de neuropalud. Oui. C'est la conclusion à laquelle vous avez abouti. Oui. Et vous ne vouliez pas vous mettre en danger. Oui.
donc en disant qu'il n'est pas mort de neuropalie, mais d'autres choses. Et il y avait cette opportunité qui se présentait à vous pour que, quelque part, on sache exactement de quoi il est mort. Ou bien vous pensez qu'il n'était plus question de révéler la cause exacte de sa mort? D'abord parce que l'autopsie était impraticable à l'époque, je dois le dire, en N'Djamena. Techniquement, ce n'était pas possible. À la limite, il fallait peut-être prélever et dans quelles conditions l'envoyer à l'extérieur. C'était techniquement même impossible. Mais la principale raison, ce n'était pas le fait que c'était techniquement impossible, mais c'était parce que, je l'ai dit, je ne devais pas du tout donner l'occasion de penser que je suspectais une intoxication. Et ça, ce n'est pas un problème de... Là, ça dépasse carrément le serment d'Hippocrate que je connais parfaitement. C'est une question de sécurité. Et ça, si je tenais à continuer à respecter le serment d'Hippocrate, il fallait que je prenne mes précautions. Et je pense que je l'ai fait normalement. Et s'il vous plaît, les autres médecins également ont abondé dans ce sens. Bien, vous avez dit d'abord lorsque on vous a appelé au chevet de Mesquine. Oui. Où est-ce que cela c'était au moment où on vous a appelé, où il était? Chez un des amis du nom de Oumar Adamou. Donc c'est à ce niveau qu'on vous a appelé? Oui. Il est resté là-bas pendant combien de temps? Je ne sais pas. Moi, je l'ai retrouvé aux environs de 15 heures par là. Et je pense qu'à partir de 20 heures, il a été transféré chez lui. Et lors de votre déposition, vous disiez on s'était opposé. Je ne sais pas qui. On l'a, c'est qui? Les amis qui étaient présents. Quels amis? Les amis de qui? De Idriss Miskin, parce que selon ce que j'ai compris, je n'ai pas assisté, mais on m'a dit qu'ils ont mangé, ils étaient en train de jouer aux cartes, et puis bon, il a eu un malaise, et bon, c'est pour ça qu'on m'a appelé. Donc j'ai dit, écoutez, le mieux c'est quand même. Donc Oumar Adamou m'a dit avec l'autre, je ne sais pas, que bon, vraiment, Idriss Miskin, c'est la deuxième personnalité, quand même, on n'allait pas le transporter dans ces conditions en plein jour. Mais vous êtes médecin. Vous savez quel est le tableau qui était nécessaire pour pouvoir intervenir sur Mesquine? Est-ce que vous pensiez que là où il était, vraiment c'était indiqué de le laisser? J'ai dit que j'ai réclamé à plusieurs reprises qu'il soit évacué à l'hôpital. Et le lendemain matin, j'ai dit si ce n'était pas possible de l'évacuer, il fallait demander donc à ce que l'équipe médicale française de la base mentale, je crois, qui a le matériel de réanimation nécessaire. Hein. Nous, il faut dire qu'à l'époque, après la guerre, tout était détruit et nous n'avions pas du tout de respirateur pour, par exemple, mettre quelqu'un dans cet état. Donc, je dis, bon, mais vraiment, le transporter à l'hôpital pour essayer de faire quelque chose, d'abord dans de meilleures conditions, et puis demander une évacuation. Ce que j'ai fait donc le 5, dans la matinée du 5, et puis quand ce n'était pas possible, je dis, ben, est-ce qu'on ne peut pas demander la contribution de l'équipe médicale française? Je vous ai donné la réponse. Oui, ça, ce n'est que plus tard. Mais le moment où vous avez constaté l'état de M. Miskin. Je vous ai dit, s'il vous plaît, Monsieur le Président, que j'ai demandé à ce qu'il soit transporté à l'hôpital. Cela m'a été reposé. Est-ce que je pouvais l'amener de force, s'il vous plaît? Oui, non, d'accord, ce n'est pas pour l'amener de force, c'est oui, quand même faire comprendre à ceux qui étaient là que son état nécessitait son déplacement vers l'hôpital. Faites-moi confiance, je leur ai expliqué que le malade était paralysé dans le coma et qu'il ne fallait pas du tout qu'il reste à la maison, dans ce lieu, ni chez Oumar Adamou, ni chez lui. La réponse, vous la connaissez. Et qui étaient ses amis pour pouvoir prendre, j'allais dire, d'initiative
en lieu et place d'un médecin qui savait très bien quels étaient réellement les avantages ou les désavantages par rapport à le garder sur place où il n'y avait rien pour pouvoir effectivement pratiquer son traitement. Est-ce que je peux répondre à cette question? Je ne peux pas. Ce sont eux qui m'ont appelé. Je dis, voici la situation, la conduite à tenir. On me dit, ce n'est pas possible. Comprends que le deuxième personnalité ne peut pas être transporté à 15-16 heures par là. Donc, je ne pouvais que me plier ou alors refuser de partir. C'était inconcevable également. C'était un abandon de malade. Donc, je ne pouvais pas du tout. Et avec Amar, nous sommes concertés. Il fallait faire le traitement immédiatement et attendre la suite. Vous savez, il est important aussi que vous donniez des réponses très claires par rapport aux questions qui vous ont posées. Oui. Oui. Sous ce rapport, est-ce que vous pouvez nous dire ici que ce sont les autorités qui ont empêché l'évacuation et l'hospitalisation de M. Miskine ou sa propre famille? Les autorités. C'est les autorités? Oui. Et quelle autorité? Mon chef dirait parce que quand même je n'ai pas accès, accès à mon... Non, mon je veux parler de l'épisode où vous êtes allé chez M. Adamo, c'est bien exact? Oui. Apparemment, vous avez demandé à conduire le malade à l'hôpital. Oui. Votre directeur, il était là-bas? Ah non, donc je vous ai mal compris. Non, par rapport à ça, c'est en fait les amis que j'ai trouvés, il y a Oumar Adamou, il y a celui qui m'a cherché, je crois que ça doit être Ali Diallo. Je veux savoir, quand vous êtes allé en urgence le voir, oui, là où il est tombé en coma, qui s'est opposé à son évacuation à l'hôpital? Est-ce que c'est les autorités publiques ou sa propre famille ou ses amis? Ses amis, sa famille, aucun membre de sa famille n'était présent à ce moment. D'accord. Quand vous délivriez ce faux certificat, est-ce que c'est les autorités qui vous l'ont demandé ou vous l'avez fait de votre propre chef? Les autorités m'ont demandé quel est le diagnostic. Les autorités, mon directeur m'a demandé de quoi souffre le ministre, quel est le diagnostic exact. Est-ce qu'ils vous ont menacé directement? La question m'a été posée. Non, c'est moi qui pose la question. Vous me répondez directement. Il faut pas. Pour gagner du temps, vous répondez directement. Est-ce que vous avez fait l'objet de menaces quand vous établissez ce faux certificat de médical? Non. Vous l'avez fait de votre propre chef? Oui, sur la base de mes craintes. D'accord. Maintenant que vous excluez le palu, vous pensez à quelle pathologie? Dès lors que vous avez indiqué que c'était un faux certificat de décès, c'est bien ça. Vous pensez maintenant à quelle pathologie qui a pu l'emporter? J'ai dit que je n'avais pas du tout la preuve exacte, mais je craignais effectivement qu'en particulier pour le dernier épisode, qu'il ne... Bon, il faut parler bien clair, parce que moi j'entends pas bien ce que vous dites. Hein. Vous pensez à quelle pathologie actuellement? À une intoxication. À une intoxication. Oui. Est-ce que l'événement du vol du cyanure a été antérieur à ce problème que vous évoquez ou postérieur? Je n'ai pas compris. Vous avez indiqué que du cyanure a été volé dans votre hôpital. C'est bien exact? Non, le cyanure, bon, Idriss Miskine est décédé le 6 ou 7 janvier 2004. Le problème, c'est deux ou trois années plus tard. Hein. Donc il n'y a aucun lien? Non, il n'y a aucun lien. Non, ce n'était pas des signes parce que le cyanure, quand c'est appliqué, en fait, la mort, c'est dans les minutes qui suivent. Voilà, j'ai juste une question à poser. Quels sont les amis chez qui vous avez trouvé, chez qui vous avez trouvé Idriss Miskine? Donc, c'est un de ses amis, Oumar Adamou, chez qui on m'a appelé. Et ceux qui sont venus me chercher, c'était donc Ali Dialbor, je pense, avec une deuxième personne que je ne connaissais pas. Mais, avait-il un pouvoir quelconque, ses amis chez qui il était, avait-il un pouvoir quelconque dans l'appareil d'État? Pas à ma connaissance. À votre connaissance.
sens. Parce que mon questionnement, c'est comment est-ce qu'ils ont pu vous convaincre aussi facilement de laisser Idriss Miskin sur place alors que vous-même, vous aviez diagnostiqué quelque chose de grave? Je n'ai pas été convaincu. Si c'était des autorités que vous craignez, je peux comprendre, mais juste des amis chez qui il était peut-être pour prendre un pot ou bien un repas, je ne vois pas ce qui a pu vous motiver à ne pas exiger et même à demander à vos supérieurs qu'ils soient transférés à l'hôpital. D'autant plus que ce n'était pas n'importe qui. Je n'ai pas été convaincu par leurs arguments, mais dans la formulation, je ne pouvais pas faire autrement que d'accepter, et je n'étais pas du tout seul. Je tiens à le préciser. Nous étions 2 médecins qui avons posé la question et il nous a dit... Donc vous n'étiez pas seul? Ah non, j'ai dit que... peut-être j'ai parlé rapidement, mais quand j'étais venu, j'ai trouvé le docteur Amara Touré, qui était un confrère... Déjà sur place. Il était ouais, déjà sur place qui était un confrère ancien, bon, qui m'a dit, bon, de faire le constat. Nous sommes concertés rapidement avec lui, et puis on dit que le mieux, c'était vraiment d'être transporté. Est-ce que ce docteur, vous l'avez trouvé sur place? Oui. Okay. Il était déjà sur place avant vous? Oui. Ok, merci. Bien, monsieur le procureur, le témoin à vous. Oui, merci, monsieur le président. Quelques précisions. Donc, vous avez eu à être au chevet de Miskin presque de 15h à 22h. Est-ce exact? Non, dans la journée du 4, de 15h jusqu'à pratiquement 21h, 22h par là. Ça, c'était dans la nuit du 4 au 5. Et le décès est survenu dans la deuxième nuit du 5 au 6, je pense. Oui. Donc, vous avez déclaré avoir fait un faux diagnostic. Oui. Donc, il n'y avait pas de symptômes liés au neuropalu. Il y avait une fièvre, effectivement. La fièvre, c'est un symptôme de la maladie, mais c'est juste un symptôme qui peut se retrouver dans des milliers d'autres maladies. Hein. D'accord. Est-ce que vous avez suspecté un empoisonnement? Sur le champ, non. Sur le champ, non, parce que, bon, je constatais, je me dis, avec Amara, est-ce que, bon, c'est une méningite, parce que nous sommes au mois de janvier, bon, il n'y avait pas de signes, hein, ou d'autres signes de méningite, notamment raideur. Il y avait plein de... Mais en fait, nous avons dit, bon, c'est la période couverture antibiotique, surtout quand cela a été dit, il faut le traiter ici. Bien, donc, sur le champ, non, mais à quel moment? Avant son décès ou après son décès? À partir du moment où je me suis rendu compte que l'évacuation était difficile, que c'était impossible de le transporter à l'hôpital et que même la collaboration de l'équipe médicale qui avait un bon... Ce que je cherchais vraiment, c'était réellement bon, avec les aider à soigner le malade correctement. Donc, nous n'avions pas de respirateur, par exemple. C'est clair qu'à un certain moment, il fallait mettre le ministre sous respiration artificielle. C'était uniquement la base aérienne française qui avait ce matériel à l'époque. Mais quand cela on m'a donné les réponses que non, ce n'était pas possible. J'ai commencé par me poser des questions. Et en réfléchissant, j'ai dit qu'il devait y avoir autre chose. Bien. Est-ce que la présidence était-elle informée ou bien est-ce que le président Habré était informé de l'état de son ministre des Affaires étrangères? Écoutez, ça, je ne peux pas le dire. Moi, j'ai transmis au ministre au DG, mon supérieur direct, mais je ne peux pas du tout répondre. Pensiez-vous qu'il était informé en tant que président d'un ministre des Affaires étrangères? Quand même, Idriss Miskin, c'est le vice-président. Malade dans le coma. Vice-président du CCFAN, donc en fait du mouvement au pouvoir. Et c'était manifestement la deuxième personnalité. Après Hissène Habré, c'est Idriss Miskin, quoi. Et compte tenu du poids d'Idriss Miskin dans l'appareil d'État, c'était inconcevable que les collaborateurs n'aient pas du tout, à mon sens, mais ça, je n'en ai pas du tout la preuve, je le reconnais, bon, c'était, à mon sens,
évident que le président Habré devrait être à un certain moment informé. Il n'y avait pas un émissaire venant de la présidence? Non, pas son du nom? tout. Pas du tout. Bien. Vous suspectez un empoisonnement. Est-ce qu'au décès de Idriss Meskine, vous aviez la possibilité de faire une expertise toxicologique? Impossible à l'époque à N'Djamena. Il n'y avait pas d'institut toxicologique? Impossible. Bien. Même actuellement, il n'y en a pas. D'accord. Bien. Pour le reste, je laisse la parole à M. Diallo pour les questions. Je vous remercie, Monsieur le procureur général, Monsieur le Président. Mais pour bondir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur pour bondir je disais donc tout à l'heure, pour bondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur Idriss Meskine, sur les circonstances de son décès. Vous étiez à son chevet. Étiez-vous sûr, après votre faux diagnostic, qu'il était mort d'empoisonnement? Je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Est-ce que vous étiez sûr, après votre faux diagnostic, qu'il était mort d'empoisonnement? Je l'ai dit, je n'avais pas du tout la preuve, mais j'avais cette crainte effectivement, parce que la preuve, c'est un prélèvement toxicologique, une autopsie. Mais en fait, tout l'aspect, toute l'histoire clinique, si je peux m'exprimer ainsi, et les conditions où sont déroulées la prise en charge du malade m'ont fait craindre effectivement cette perspective. D'accord. J'ai vu dans le dossier l'audition de sa fille, Samira Idriss Meskine, qui est née en 1976, code D 522, qui à l'époque avait certainement 8 ans. Elle est née en 1976. Elle disait ceci. C'était en 1984 que mon père était en mission à Addis, où il a été empoisonné dans le milieu tchadien. Il avait pris des soins à son retour de la mission. Pour la seconde fois, il est parti rendre visite à son ami Oumar Adamou. Oumar Adamou, c'est chez lui que vous l'avez traité? Oui, effectivement. Qui était-il, Oumar Adamou? Pardon? Oumar Adamou, qui était-il? À l'époque, moi je pense que Oumar Adamou n'avait pas de fonction particulière à ma connaissance. Non, il n'avait. Non, il n'avait pas de fonction particulière à ma connaissance. Je pense que c'était un ancien tailleur, mais après, bon, je ne sais pas ce que. Ma dernière question sur cet incident, Oui. parce que Samira Idriss Meskine disait, ajoutez ceci, ce dernier l'avait empoisonné avec un verre d'eau. Mon père avait mis 6 heures de temps chez son ami sans l'amener à l'hôpital. Il l'avait pris quelque temps dans son véhicule pour le déposer à la maison. C'est après cela, le président Hissène Habré était venu voir mon père à la maison et a envoyé un médecin pour lui faire la perfusion, et suite à cela, mon père est décédé sans être transporté à l'hôpital. Elle conclut, je conclus, 3 points de suspension, il dit, 1 semaine après la mort de mon père, Oumar Adamou était nommé maire de la ville alors qu'il n'était qu'un tailleur. Ces événements, est-ce que vous les confirmez? Je ne sais pas, non. Tout le monde sait qu'après, Oumar Adamou, à un certain moment de son évolution politique, a été nommé maire adjoint de la ville de N'Djamena, mais permettez-moi de ne pas faire le rapprochement. Il n'était qu'un simple tailleur. Bon, un simple tailleur, en tout cas, qui vivait de cela correctement. D'accord. Voilà, Naor Mahmoud Ngawara. Oui. Vous vous dites médecin. Oui. Où est-ce que vous avez fait votre formation? En France, j'ai commencé par Amiens et puis j'ai fini à Paris.
Où est-ce que vous avez obtenu votre diplôme de médecin? À Paris. 1980. Et quand est-ce que vous avez pris la décision de rentrer au Tchad? Immédiatement après mon diplôme, parce qu'en fait, la situation était très difficile pour tous les Tchadiens, parce que c'était la période que j'ai cité, la guerre de 9 mois, où vraiment c'était difficile pour tous les Tchadiens. Tous les Tchadiens, je me suis dit, il valait mieux arrêter mes études, ne pas faire ma spécialité. Je m'étais inscrit à une spécialité, et puis j'ai décidé de rentrer. Bon, je suis arrivé, j'ai un peu traîné, c'est le cas de le dire, au Cameroun, et puis quand la guerre est finie, le 15 décembre 80, je suis rentré aussitôt. Et j'ai commencé par travailler à l'hôpital. À l'hôpital de N'Djamena? De N'Djamena, oui. En quelle qualité? Bon, d'abord, médecin, il faut dire qu'après la guerre, il n'y avait pas tellement de médecins. Hein. Donc, j'étais médecin, comme je l'ai dit, médecin chargé des services infectieux et puis neurologiques. Et après, donc, à partir de 84, je crois, j'ai été nommé médecin directeur. Voilà. J'ai remarqué que vous avez été d'abord médecin-chef des services de maladies infectieuses et psychiatriques. Oui. De 81 à 84. Oui. Et de 84 à 90, c'est-à-dire à la chute du régime, oui. Vous étiez le médecin-chef, oui. Directeur de l'hôpital de N'Djamena. Oui. En même temps, en continuant par exercer mes fonctions de chef de service, des maladies infectieuses. Voilà. Mais qu'est-ce qui justifie cette longévité, cette confiance des plus hautes autorités du Tchad de l'époque en votre personne pour vous maintenir durant tout ce temps à l'hôpital de N'Djamena et vous graviez comme ça les échelons jusqu'à en être le directeur? Je suis rentré le 15, je crois que l'hôpital était fermé hein, à cause de la guerre. Donc, 9 mois de guerre, en fait, c'était difficile pour tout le monde, je le répète. Hein. Et donc, je suis arrivé. Moi, je crois que j'étais le premier médecin à commencer à travailler à l'hôpital. Quand l'hôpital a ouvert, donc moi, je me suis présenté aussitôt, parce que les autres étaient un peu éparpillés du fait de la guerre au Nigeria, un peu partout. Et puis après, l'équipe chirurgicale française qui exerçait à Kousseri a rejoint l'hôpital. Mais je me souviens qu'à l'ouverture de l'hôpital, au début janvier-février 1981, j'étais le seul médecin. Donc, les spécialistes se faisaient rares, les médecins. Oui, il faut dire que, du fait de circonstances historiques, en fait, ça, c'est la faute de personne. Nous n'étions pas du tout de nombreux médecins. Hein. Je pense que même jusqu'en 90, nous étions au maximum peut-être 50 médecins pour tout le Tchad. À peu près, 50. Donc, c'est dire que ce n'est pas du tout sorcier hein, que j'ai pu être médecin cumulativement, médecin directeur. Non, c'est parce qu'il n'y avait pas surtout beaucoup de cadres à l'époque. Vous avez gravi les échelons compte tenu de la rareté des médecins, mais est-ce que vous ne vous dites pas quelque part que vous étiez aussi un homme du système, Habré? Non, je ne suis pas, je n'étais pas du tout un homme du système. Je suis resté médecin. Vous n'avez pas servi à la présidence? Pardon? Vous n'avez jamais travaillé à la présidence? Non, des fois, il pouvait m'être fait appel sur le plan technique. Bon, pour soigner des personnes à la présidence, c'est possible. Hein. Ça, c'est possible. Mais quand même, je suis resté, je dois rester sur ce plan-là. Rappelez-nous une ou deux fois qu'on vous a appelé à la présidence pour soigner des gens en ces lieux ou bien pour donner des avis techniques d'ordre médical. Qu'est-ce que je fais? Bon. Excusez-moi. Un problème? Non, enfin pas un problème. Non, c'est parce qu'il y a des choses que par discrétion et puis par respect, quand même, je ne voudrais pas du tout seulement... Non, si vous estimez qu'il y a un problème, c'est ce que je veux savoir. Non, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai eu, par exemple, j'ai été amené à soigner la belle-mère du président Habré. J'ai été bien accueilli. Pas de problème de ce côté. Voilà, si c'est comment j'allais dire, s'il y avait une obligation médicale
sur laquelle vous vous basiez pour dire par rapport à mon serment, je ne peux pas répondre à ça. Ok, mais ça, je pense que c'est une réponse qui pourrait se donner sans problème. Oui. Voilà. Et puis, étant médecin de l'époque, vous le soulignez tout à l'heure, vous étiez rare. Donc, ça ne nous étonne pas au niveau du parquet qu'on vous appela au niveau de la présidence pour intervention d'ordre médical. Oui. Il n'y a aucun problème. Mais maintenant, par rapport à l'élément déclencheur de la mort d'Idriss Miskine, saviez-vous, M. Naor Ngawara, que c'était l'un des éléments déclencheurs de la répression dite des Agawa, des Adjaraï, excusez? Oui, je pense, oui. Oui. Comment vous avez eu à vivre ces événements? Est-ce que vous en savez quelque chose? Oui, comme j'ai dit, donc j'étais membre du Moussanat, hein, un mouvement fondé d'abord par les Hadjarais, mais pour lequel d'autres Tchadiens également, d'autres origines se sont associés là-dessus. Hein. Enfin, ont intégré. Donc, ce n'était pas la mort d'Idriss Miskine n'était peut-être pas la seule cause, mais c'était l'une des causes principales quand même de la rébellion, de la création du Moussanat. Je sais que vous êtes natif de Kakaga, qui est dans le Moyen-Chari. Vous êtes donc sudiste. Vous avez été amené à militer dans le mouvement pour le salut national, Moussanat, majoritairement dirigé par des Adjaraï, oui, dont Maldoumbada Abbas, Arun Goudi et Salengaba. Mais qu'est-ce que vous a amené, vous, en tant que sudiste, à militer dans ce mouvement? Avant, j'étais également militant du Frouina. En fait, bon, c'était la période où, en fait, au niveau de la jeunesse, bon, c'est la période des années 70 hein, où tout le monde était pratiquement militant et les conditions étaient telles que finalement, il fallait se débattre. Nous nous débattions surtout, sans de grandes perspectives, mais en tout cas, la pression, les répressions, la vie était tellement dure qu'il fallait se battre pour espérer de continuer. C'était les exactions, les répressions, c'était telles que c'était impossible de rester quoi. Donc je pense que le Moussanat, même si ça a été créé effectivement par des Hadjarai qui... bon, nous, je ne suis pas du tout le seul là, nous avons intégré parce qu'on se dit que le système en a trop fait, il fallait trouver une solution et contribuer avec d'autres Tchadiens à trouver une solution. Maintenant, la répression des Adjaraï, comment, les raisons profondes selon vous, c'était quoi? Bon, en fait, bon, moi je pense que en fait, le président Abrek a utilisé, je l'ai dit au début, hein, la répression comme système de gestion et puis de gouvernement, tout simplement. En fait, tout simplement. Le terme, je dois le retirer. Mais vraiment, c'était ça, quoi. En fait, toute personne qui s'opposait, qui était rébellée, bon, était traitée durement et parfois jusqu'à la mort. Donc, cette répression des Adjaraï, M. Naor, vous l'appréciez sous un double angle, parce que vous étiez un militant du Moussanat. Oui. 2, je vois qu'en 1987, la période phare du déclenchement de cette répression, vous étiez le médecin-chef de l'hôpital de N'Djamena. Oui. Au niveau de l'hôpital, est-ce qu'il vous arrivait de recevoir des blessés Adjaraï, de cas de mauvais traitement dont étaient victimes des Adjaraï? Bon, en fait, il faut dire que la répression des Adjaraï, souvent c'était... je n'avais pas du tout, mais il m'est arrivé hein, de recevoir des prisonniers, hein, pas seulement Hadjaraï, hein, mais de différentes origines qui étaient adressées bon, pour les motifs médicaux hein, par la DDS. Et ça, bon, je m'en suis occupé. Et bon, ça, je crois que je l'ai souligné un peu dans ma déposition. Et une fois qu'ils étaient traités, que ça allait mieux, donc ils repartaient à la DDS. Ou à la police. Hein, bon.
Non, en fait, je crois que vous voulez faire référence à votre déposition. Je vous ai dit les faits dont vous aviez eu connaissance personnellement, Oui. où vous étiez effectivement à mesure de l'exposer Oui. à la Chambre. Si vous avez eu à recevoir effectivement des médecins, des blessés, des victimes de torture, vous pouvez librement nous en parler. Non, je n'ai pas reçu des victimes de blessés Khadiara de l'époque. Vous n'en avez pas reçu? Non. Bien, dans le cadre de vos fonctions aussi, j'ai vu que vous, d'après votre déposition de ce matin, qu'apparemment vous entreteniez des relations assez étroites avec la DDS. Est-ce que c'était le cas? Des relations étroites avec la DDS, je ne sais pas. Quand je suis convoqué en tant que bon citoyen et puis surtout en tant que responsable, si le directeur me convoque, bon, je suis tenu quand même de répondre à cela. C'est une institution de l'État, quoi qu'on en dise. Le directeur de la DDS vous a-t-il une fois convoqué? Oui, le Bichara Chaibou. Non, il n'est pas le directeur. Oui. Il n'est pas le directeur. Je crois que le Bichar Chaibou, quand il m'a convoqué, je crois qu'il était directeur de la DDS. C'était en quelle année? 86, 7 par là, début 87. C'était peut-être un chef de service. Parce que la DDS, depuis sa création en 83 jusqu'en 87, son directeur était Saleh Younous. C'est en 87 que Guéhini Koré a pris le relais pour être remplacé par Ahmed Alachi. En 90 pratiquement, et Toket Dadi, un peu vers la chute du régime. Mais vous, quand est-ce que vous avez été véritablement convoqué au niveau de la DDS? En 87, je l'ai dit. 87. Pour dire quoi? Pour faire quoi exactement? Je l'ai un peu relevé sitôt, c'est que bon, c'était pour me demander donc de mettre à disposition de la DDS de l'arsenic de l'hôpital. J'ai donné la réponse que vous connaissez. C'était surtout pour ça. Et la DDS est au courant de votre appartenance au Mossanat? Ça, je ne peux pas du tout affirmer cela. Vous menez apparemment vos activités politiques ou votre militantisme dans la clandestinité? C'était obligatoire. C'était pourquoi? Tout simplement pour ne pas arrêter. D'accord, on vous a convoqué, on demande de l'acide acénique. Moi, personnellement, je ne connais pas l'acide acénique. Quelles sont les propriétés de cet acide acénique? L'arsenic, c'est un poison qui permet, en fait, une fois ingéré, la personne ou l'animal qu'il a ingéré meurt pratiquement par... ça entraîne une contracture, en particulier au niveau des muscles digestifs et puis des respiratoires. Il s'ensuit une mort cardio-respiratoire. C'est pratiquement presque instantané. La mort est presque instantanée. Au bout de combien de temps? Instantané. Ça peut être dans les minutes, hein, ça dépend de la dose, mais ça peut être dans les minutes. Hein. C'est pour ça que c'est utilisé pour tuer les chiens en rangée. Vous avez dit que c'est Bichara Chaibou qui était passé. Pardon? C'est Bichara Chaibou, chef de service, qui était passé demander cet acide. J'ai été convoqué au bureau à la DDS et il m'a posé la question. Vous avez refusé? Oui. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il m'a laissé partir. Ok, bon, vous n'êtes pas... Enfin, non, il m'a laissé partir hein, sans commentaire. Et puis, bon, après, le dimanche suivant, je constatais donc les fractions de la pharmacie de l'hôpital. Monsieur, ce qui me semble un peu curieux, pour cette fois, vous avez affirmé votre autorité auprès des agents de la DDS, qui était un service pratiquement d'autorité. Mais pour le cas de Miskin, vous vous êtes laissé aller, vous avez tout laissé tomber pour, disons, accepter tout. C'est ça, cette personnalité de vous qui m'étonne un peu. Quel commentaire en faites-vous? Le contexte et les conditions sont complètement différentes. Hein. Là, on m'a posé une question. J'ai dit, écoutez, monsieur, voici le fonctionnement. Si je vous donne, je suis obligé, moi, de justifier. Parce que toute sortie s'est faite sur ordonnance avec souche gardée au niveau de la pharmacie. Et pour recevoir sur le plan international d'autres commandes, il faut renvoyer la souche avec les ampoules utilisées. Je dis, mais si je vous donne cela, je tombe sous le coup de la loi. Hein. Et c'est au niveau international que ça se passe. Hein. La gestion des distributions, c'est un peu comme ça.
Donc le circuit de distribution et de prescription de cet acide est Ouais, tout à fait verrouillé. Ou alors là, je suis obligé de dire que bon, j'ai remis ça à la DDS et il a compris que ce n'était pas du tout possible. Et là, vous avez refusé. Et maintenant, il s'est passé combien de temps après pour que le magasin ou le bureau ou la pharmacie soit cambriolé? Dans la semaine, je sais que, bon, je ne me souviens pas du jour exact, mais le dimanche, je suis venu à 10h et puis j'ai constaté, et puis bon, donc j'ai aussitôt appelé les autorités compétentes au niveau de la santé, du ministère de la sécurité pour leur faire le constat, quoi. Et ils ont fait le constat. Oui. Et quelle a été la suite de cette enquête? Je n'ai pas cherché à savoir. Vous n'avez pas cherché? Oui, bon, en fait, j'ai fait une déclaration. Bon, la police ne m'a pas du tout donné rendu, donc... Est-ce qu'au moins on a saisi la justice pour ouvrir une information contre X? Moi, j'ai fait la procédure qui m'est imposée. Déclaration aux responsables de la santé, constat fait par la gendarmerie, par la police. C'est ce qu'il faut faire en pareille conscience. Le reste ne relève pas du tout de mes compétences. Donc, pour vous, le dossier a été classé. Bichara Cheibou, est-ce que vous le connaissiez personnellement? Non. Bon, en tant que directeur, enfin responsable de la DDS, oui. Il y a quelqu'un qui était passé ici, Mike Dotrich, qui le présentait comme je ne sais pas, vous pouvez apporter votre commentaire, comme un spécialiste lors de sa déposition du 15 septembre passé, que c'est un spécialiste de l'empoisonnement. Est-ce que c'est pour cela que vous avez soupçonné le fait qu'il vous ait demandé ce produit? Non, non, pas du tout. Non, non, je sais pas, je connais pas cette spécialité de Bichara. Je sais seulement que j'ai été convoqué dans son bureau, il m'a posé des questions, les réponses, vous les connaissez. Et bon, une fois, je me suis retrouvé à Paris et puis j'ai été faire en disant à Amnesty International que vraiment il y avait des craintes au niveau des... Parce que c'est possible que certains prisonniers puissent faire l'objet d'empoisonnement par arsenic. C'est comme ça, peut-être que... Sinon, je n'en ai pas du tout. Bichara, je ne le connais pas personnellement et pas certainement ses spécialités. Est-ce que pensez-vous que ce produit a été utilisé ou aurait été utilisé pour empoisonner des détenus dans les centres de détention de l'époque de N'Djamena? Est-ce que vous pensez que ce produit voilà a été utilisé? Je ne vais pas faire cette supposition. Non. Est-ce que ne vous avez pas mené dans le cadre de votre fonction à l'hôpital de N'Djamena, dont vous étiez le directeur, de recevoir des malades détenus qui présentaient des symptômes d'empoisonnement? Non. Comme je veux dire, l'arsenic, quand c'est adressé, hein, et surtout abus pour tuer quelqu'un, en fait, c'est dans les 5 minutes. Hein, après, on n'amène pas du tout les morts à l'hôpital. Hein. D'accord. Est-ce que vous recevez régulièrement, pour terminer ces questions sur la DDS, vous recevez régulièrement des détenus qui ont été victimes d'actes de torture? Torture, on m'a amené des malades de la DDS ou de la police, hein, pour des soins. Mais maintenant, bon, ça, je peux le dire effectivement. Et ils étaient dans quel état? Bon, des états, souvent, c'est dû aux conditions de détention qui étaient très mauvaises. Donc, souvent, c'est de la fièvre, des diarrhées, des vomissements, et surtout des déshydratations et de malnutrition. Bon, il fallait donc faire le nécessaire pour... Donc, bon, ça, ce n'était pas nécessairement de la torture. Hein, ou, alors là, ça dépend des conditions qui peuvent être... Mais, en tout cas, donc, je recevais de temps en temps, je n'étais pas du tout le seul médecin à l'époque à pouvoir faire cela, à recevoir donc des malades dénutris, diarrhée, etc. Il fallait le remonter, le mettre en meilleure santé. Est-ce que c'était exclusivement des civils ou il y avait des prisonniers de guerre qui étaient aussi référés à votre niveau? Des civils, essentiellement. Je n'ai pas vu de prisonniers de guerre, autant que je m'en souvienne. Il n'y avait jamais de prisonniers de guerre? Non, autant que je m'en souvienne.
Maintenant, venons-en à ce qu'on appelle communément l'affaire des tracts. Monsieur Naor Ngawara, il semble que vous étiez l'un des artisans de cette affaire. Oui. En juillet 90. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que vous en arrivez à ce genre de tract? En fait, nous étions vraiment dans des conditions difficiles où vraiment la répression, les exécutions étaient pratiquement monnaie courante. Je ne vais pas insister là-dessus. Nous, au niveau du Moussanat, après le Fouina, c'était le Moussanat. Le Moussanat était complètement bloqué. Et Mald Bad Abbas en particulier, donc, qui était notre chef après la mort de Haroun Bodi, était arrêté au Soudan, selon les informations. Donc, on a commencé par discuter. Et moi, j'étais donc membre du Moussanat, mais je me suis mis en contact avec des anciens membres de la première armée, tels que Younous Mahadir, qui est passé hier, et puis Ibrahim Abachal, Laukain. Donc, j'étais Moussanat. J'ai retrouvé mes anciens camarades de la première armée. Nous avons engagé des discussions, également des codos, des anciens codos créés pendant la période de septembre 84. Nous avons discuté qu'est-ce qu'il faut faire. Si chacun combat de son côté, ça va aller nulle part, ça va finir. Donc, essayons de nous mettre en commun. Donc, je faisais des allées et venues entre plusieurs groupes, mais en respectant le principe de la clandestinité et puis surtout du cloisonnement. Younous Mahadir qui était là, donc nous discutions avec lui, mais il ne connaissait pas du tout les membres de Kodo ou Moussanat. Bien qu'étant Hadjara, il n'était pas du tout de Moussanat. C'est d'autres personnes. Donc, en fait, j'ai donc été à coordonner les discussions dans plusieurs mouvements. Et c'est à la fin à un certain moment de cette discussion, je me suis retrouvé à Paris et nous avons édité le manifeste que... il faudrait au moins nous dire succinctement quelles étaient les motivations de la rédaction de ce tract après avoir constitué ce groupe clandestin dont vous parlez. C'était d'abord de dénoncer, c'était d'abord de dénoncer, c'est là le tract le montre, de dénoncer le système de gouvernement qui nous régissait à l'époque, de protester, et puis d'appeler à la mobilisation, et puis il faut le dire, à l'insurrection. Donc c'est sur cette base que sont engagées les discussions. Et les discussions, je faisais la coordination, mais ce n'était pas au même niveau. Quelqu'un comme Younous a pensé en tant que syndicaliste qu'il fallait donc rester sur le plan uniquement citoyen. Bon, les codos et les premières armées, par exemple, étaient pour l'action militaire, par exemple. Donc vraiment, il ne faut pas... Dans l'époque où chacun avait peur de son ombre, il ne faut pas écrire un bel roman de militants intrépides. Il faut, loin de cela. Nous étions vraiment en train de nous débattre. Vraiment, il fallait se débattre parce que c'est difficile de recevoir des coups, des frustrations, d'écouter. Donc, il fallait engager des discussions. Donc, vraiment, il y avait des discussions entre plusieurs groupes, mais les conclusions étaient quand même assez différentes. Mais l'objectif, d'abord, c'était vraiment de dénoncer le système de gouvernement qui nous régissait en particulier. Maintenant, je ne vous interromps pas, mais maintenant, ce qu'on a remarqué, vous avez dit, contrairement aux autres, au Younous Mahadir, la Kobo Mbaïnesem et autres, c'était la Jorantes qui serait une branche armée de l'UFD, Union des forces démocratiques, qui était un peu l'instigatrice de ces tracts. Exactement. Les discussions avec Younous, eux, comme ils attendaient plutôt sur le plan essentiellement démocratique, donc on est resté sur ces faits, mais la Jorantes, au niveau des codos, par exemple, ils étaient prêts pour l'action armée, et donc c'est là où Bardier qui était donc le responsable de cette branche armée. Donc il a décidé donc de lancer ce mouvement de protestation avec des tracts. Alors les tracts, il y a là que beaucoup vous avez écouté. En fait, on ne se connaissait pas du tout, parce que vraiment, c'était strictement cloisonné, parce que c'était pas l'époque où il fallait faire des meetings. Bon, c'était mal, ça aurait été complètement malvenu, quoi. Non, il y avait des discussions entre plusieurs groupes, et le principe du cloisonnement et de la clandestinité était obligatoire
pour la sécurité. Donc moi, là que vous ne me connaissez pas du tout avec Madiamang, par exemple, ça c'est notre groupe, mais les discussions, en particulier avec l'Aoukaï, parce qu'ils sont de la même région, se sont engagées. Donc même cette ignorance de l'identité des autres, c'est une technique de clandestinité. Obligatoire. Voilà, maintenant, peut-être vous pouvez revenir sur les termes utilisés au niveau, le contenu des tracts. Parce qu'aucun d'entre eux, ni Younous Mouadir, ni Lakoubou Mbaïnassem, ne sont pas parvenus à nous dire exactement quels étaient les termes qui étaient utilisés dans ces tracts. Les tracts de la Jorantes que je connais, en fait, c'était un régime de torture et de répression. Ils appelaient donc la jeunesse au soulèvement populaire. En gros, c'était ça l'idée. D'accord. Bon, il faut dire que là, ils ont eu la possibilité, grâce à Madiamang, d'avoir une machine, mais en fait, pour là, quand eux n'avaient pas toute une machine, donc c'était sur des tracts complètement manuscrits et distribués dans des lieux publics, en fait, la nuit, quoi. On envoyait des jeunes qui balançaient au lycée, au palais du gouvernement, et dans les lieux publics, les gens retrouvaient cela dans la matinée, quoi. Est-ce que la vague d'arrestation s'en est suivie? Parce que je remarque qu'entre le 15 juillet et le 17, un peu vers août, tout le groupe a été pratiquement arrêté, sauf vous. Où est-ce que vous étiez? J'étais en France. Qu'est-ce que vous faisiez en France? J'avais bénéficié surtout d'une bourse de l'OMS, donc je me trouvais en France. Est-ce que ce n'est pas aussi une technique de clandestinité? Est-ce que ce n'est pas une technique de vous soustraire? Ça a été une chance pour moi. Ça a été une chance pour moi parce que le président Hissène Habré avait décidé donc de créer la faculté de médecine pour la première fois au Tchad. Et donc, des médecins ont été sélectionnés pour aller avoir une formation en France. Moi, j'en faisais partie. Alors, il faut dire que quand les tracts ont commencé par circuler, évidemment, moi, j'étais un peu, permettez-moi de dire le terme dans le collimateur, je suis parti donc pour prendre, je pense, mon avion. La première fois, j'ai été refoulé. J'ai été refoulé. Donc ouais, et puis j'ai eu, parce qu'il y a la DDS, hein, mais il faut dire que, comme je dis, Djibril Ntionto, malheureusement, c'est dommage pour moi, mais c'est un ami. Donc, on m'a fait comprendre qu'il fallait faire attention parce que il fallait que je fasse attention. Je suis revenu rester tranquillement et puis j'ai fait surtout. L'OMS m'a demandé mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti? Parce que tout le monde est parti. J'ai dit en fait, j'ai été à l'aéroport et j'ai été refoulé. Je pense que le représentant de l'OMS a dû faire des interventions auprès des autorités qui ont accepté donc de me laisser partir. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas encore suffisamment de preuves. Donc, de Paris, vous étiez informé de l'arrestation du groupe? Oui. Et vous n'êtes pas revenu? Ah ouais, ce serait mettre à disposition, ça aurait été complètement malencontreux pour moi. Et pourtant, peut-être vous pouvez nous le confirmer ou l'informer. Younous Mouadir, hier, quand il a été entendu, disait que la DDS, on lui précisait que vous étiez arrêté à Paris et que vous devez être extradé. Est-ce que c'était le cas? Non, ça c'est une technique juste. C'est juste une technique? Oui, en fait, utilisée par la DDS, mais je n'étais pas du tout... J'étais à Paris. Et vous êtes resté là-bas jusqu'à la chute du régime? Oui. Vous étiez informé de la libération ou de la délivrance, ce n'est pas une libération en tant que telle, au 1er décembre de vos compagnons? Oui, oui. Presque immédiatement. Au niveau de la France, vous n'avez pas été inquiété? Non. Je vous sens un peu désaltéré. Est-ce que vous pouvez prendre de l'eau? Merci bien. Non, je n'ai pas été inquiété. Allez-y. Merci. Voilà, vous êtes resté donc en France jusqu'à la chute du régime. Oui. Quand est-ce que vous êtes revenu à N'Djamena? Je suis arrivé, je pense, à N'Djamena dans la première semaine de janvier 1991. Donc, après, vous avez continué votre travail? Oui. Est-ce que vous avez, à l'occasion, consulté les Laoukoubou, Younous Mouadir,
vos compagnons des tracts qui ont été arrêtés et qui ont dû purger ou garder 3 mois de prison et quelques... Non, tout naturellement. Tous ceux qui ont été arrêtés, Younous, Ibrahim qui est décédé, Laoukan, Gali, en fait, tout le monde, je les ai contactés systématiquement. Bon, ça, c'était la moindre des choses. Il faut préciser que quand j'étais revenu, le MPS est une fusion du 1er avril de FAT et puis du Moussana. Donc, le vice-président de l'époque, Mal Mbad Abbas, m'a dit, écoutez, bon, nous sommes séparés en deux. Hein. Une partie de Moussana est partie dans le MPS, l'autre partie a voulu tenter la démarche de l'Union des forces démocratiques, que je vous ai cité. Venez quand même, au lieu de rester divisés, venez nous appuyer au niveau de la période de transition. D'accord, c'est bon, je vois que ce sont des éléments hors contexte. Oui. Je n'insiste pas là-dessus. Mais maintenant que vous êtes là pour témoigner, je remarque tout à l'heure que vous avez dit que vous avez fréquenté la présidence. Oui, enfin, fréquenter la présidence, le mot n'est pas exactement. J'ai été appelé 1 ou 2 fois à la présidence pour des raisons de santé. Comment pouvez-vous nous décrire M. Habré, sa personnalité? Bon, président, non, j'ai été toujours bien reçu par le président. Il faut dire que je n'avais pas directement, comment dire, des relations avec lui. Hein. Bon, on me disait que bon, telle personne était malade, donc en fait c'était sur tout ça, quoi. Mais je pense qu'à la présidence, je n'ai jamais eu de menace de la part du président Habré, comme ça, je peux le dire. Je remarque aussi que vous avez travaillé avec Habré pendant longtemps, pas avec Habré directement, mais il vous a fait confiance par l'intermédiaire des autorités sanitaires de l'époque. Pensez-vous que véritablement, c'est votre appréciation, si vous le voulez, il est loyal? Monsieur le procureur, je pense que ça, quand même, vous demandez aux témoins de spéculer. Il n'a pas travaillé directement avec M. Habré. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourra dire par rapport à cela. Je n'insiste pas. Oui, je n'insiste pas. Je vais répondre, mais comme dit le président, ça va être un peu de la spéculation. Non, je pense que... Non, c'est clair. Hein. Habré, c'est quelqu'un c'est une personne d'abord courageuse, intelligente. Ça, on ne le conteste pas du tout. Même si après, on lui rapproche quand même les conclusions de la commission d'enquête. C'est 2 choses différentes. Il y a la personnalité. Bon, il n'est pas arrivé par hasard président de la République quand même. Il a fait montre d'un certain nombre de qualités, mais malheureusement en débordant avec un système qui a permis au moins 54 000 morts. Et ça, le chiffre est un beau mot. Il ne les a pas tués directement, lui, c'est évident parce que c'est impensable, mais le système a permis cela et c'est ce que je pense. Il y a des morts qui sont évidemment directs de... Ça aussi, ça fait partie de sa personnalité? Je spécule comme dit le président. Donc, si vous me permettez de spéculer, je peux... Non. Mais maintenant, je pense qu'il n'était pas du tout loyal. Pourquoi? Parce que Idriss Miskin, c'est un ami. Parce que nous avons, dans le même lycée ensemble, nous avons joué dans la même équipe de basket. Mais Idriss Miskin est après vraiment l'un des soutiens les plus fervents de Hissène Habré. Ça, tout le monde le sait. Dans la ville d'Yamena, Hissène Habré, en son temps, était franchement populaire ça, il faut le dire, hein, dans les premières années de son pouvoir, il était vraiment populaire. Et ça, grâce à Idriss Miskin, qui était local de N'Djamena. Et ça, je dois le dire vraiment, c'est très dommage pour nous parce que jusqu'au dernier moment, Idriss Miskin a été loyal vis-à-vis de Hissène Habré. Il était son principal admirateur. Et malheureusement... Mais on ne vous a pas demandé par rapport à Idriss Miskin. Je réponds à la question, est-ce qu'il est loyal? Oui, directement vous y allez. Ce n'est pas la peine de, comme vous le dites, d'élaguer autour. Hein? Non, je donne des exemples pour montrer que par rapport à quelqu'un qui l'a toujours soutenu
c'était pas loyal de finir de cette manière. Oui, d'accord, mais c'était peut-être à l'encontre de M. Abré, mais vous ne venez pas analyser M. Meskin. Ok, monsieur le procureur. Juste avant-dernière question. Vous avez eu à travailler avec la Commission nationale d'enquête dirigée par Mohamed Hassan Abakar. Oui. Quel était votre rôle dans cette commission? Je faisais fonction de médecin légiste. Et vous êtes transporté avec cette commission où exactement? Pardon? Vous êtes transporté où? Quels actes vous avez eu à faire? En fait, d'assister aux exhumations des différents corps dans les lieux qui ont été cités dans le rapport de la commission, de faire des constats médicaux, de description, et puis de remettre des certificats médicaux. Dans quelle localité, par exemple? Dans les exhumations à Gomar al-Os, et puis dans un village à 20 km de N'Djamena, où en fait on a retrouvé les restes de 150 personnes qui ont été abattues. Ça, nous avons eu ces informations des villageois, des villages avoisinants qui nous ont donc... Alors c'était vraiment terrible, c'est que quand vous arrivez dans les lieux... Bon, entre-temps, parce que c'était 8 ans ou combien d'années après, donc, une fosse a été faite pour mettre tous les ossements, mais ce qui était frappant, c'est que quand vous arrivez sur le lieu, les branches étaient couvertes de vêtements, et ce qui était frappant, des centaines de boutons. Le spectacle était vraiment terrible. Je vois que vous avez indiqué tout à l'heure que vous étiez sudiste. Et dans votre PV d'audition, vous avez tenu à faire des déclarations sur les exactions qui ont eu lieu en 1984 au sud, notamment Septembre Noir. Oui. Vous avez beaucoup précisé, vous avez parlé de cas spécifiques comme le cas du docteur Noukouri. Oui. Ces événements dont vous faites état dans votre procès verbal, vous ont-ils été rapportés ou bien ce sont des événements que vous avez personnellement vécus? Pour Noukouri, j'ai été amené à soigner son épouse pour un syndrome dépressif et donc, je suis obligé de le dire. Donc, elle a dit que bon, en fait, son mari est mort dans telle condition, c'est ce qui explique son état actuel. Donc, bon, j'ai été obligé donc de faire mon travail de médecin. Et s'il vous plaît, je suis effectivement du Sud, mais il faudrait dire que devant la difficulté de la situation, Noukouri n'est pas du Sud. Il est de la même région que Idriss, que le président Hissène Habré, tout comme Ahmed Issa. Donc en fait, dans les systèmes, il faut dire que dans la conduite des affaires, bon, au début c'était le justice, mais après, comme je l'ai dit, ça s'est étendu sur tout, y compris même par assez court journée, si je puis m'exprimer ainsi. Bien, le parquet en a terminé, Monsieur le Président. Bien, merci Monsieur du parquet. Avant de lever la séance pour la pause déjeuner, j'aimerais demander au docteur Naor, oui, quelle est actuellement votre spécialité? Médecine interne.